Bonjour à tous et bienvenue. L'industrie footballistique est en perpétuelle évolution et elle a souvent différentes modes. Alors là, depuis quelques années, c'est le MCO, le Multi-Club Ownership, la multipropriété des clubs, qui est devenu le phénomène à la mode qui avait été développé historiquement par la famille Pozzo, Watford, Grodan, Udinese. Puis ensuite, vous avez eu Red Bull, le City Football Group. Et aujourd'hui, il y a plein d'exemples, notamment de tous ces nouveaux investisseurs des dernières années, issus principalement d'Amérique du Nord. Vous avez John Textor avec le groupe Eagle, mais on pourrait citer également Bill Foley, Bournemouth, Lorient, franchise en Nouvelle-Zélande et d'autres possessions minoritaires ou majoritaires ici et là, notamment en Écosse, à Hibernian. Donc ce modèle-là, il s'accompagne bien souvent de management fee. Il y a des gens qui vont racheter des clubs à travers des prêts. Donc ils vont faire une société, la société devra ensuite rembourser cela, mais souvent c'est pas trop leur problème. Ils vont essayer d'avoir plusieurs clubs aussi. Et en fait, ils vont être payés en management fee, c'est-à-dire que le club en question va donner à la société mère, donc qui est détenue notamment par le propriétaire, et ben pour gérer le club, pour gérer les activités, 2 à 3 millions et demi par exemple, comme Clermont. Clermont en Ligue 1, le club donnait 3 millions et demi à la société mère qui était notamment détenue par son propriétaire, qui avait également d'autres clubs. Et comme on l'avait vu, cette société-là, et l'argent que donnait Clermont, ça servait aussi aux autres clubs. Alors certains vont dire que ce n'est pas très moral, parce que prenez Lyon par exemple, chaque année c'est 2 millions pour la société de John Textor Eagle. C'est-à-dire que en gros Lyon remercie quelque part son propriétaire de le gérer, de lui donner 2 millions. Alors, je sais, c'est légal, encore une fois, sur la moralité, certains peut-être pourront estimer que il y a peut-être interrogation, parce que ces gens-là souvent sont pas vraiment au club, mais en tout cas, c'est comme tous les conseillers et tout, ils sont payés d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est les deux phénomènes à la mode depuis quelques temps. Et puis, il y en a un autre qu'on entend depuis un moment, c'est le trading et aussi la data. Et là, ça se renforce de manière, j'ai presque envie de dire, caricaturale. Hier, on a un article très intéressant sur le club de Bergerac-Périgord, de National 2, 4ème division française. Un club qui jusqu'ici faisait pas trop de vagues, qui essayait de dépenser un petit peu ce qu'il avait, qui avait un ancien président historique, je crois, Monsieur Fauvel. Et là, depuis, il y a eu un changement de direction. Et là, on entend une nouvelle direction, parce qu'en effet, il y a des difficultés économiques. C'est aussi pour ça qu'on va sur ces modes et ces nouveaux modèles. C'est qu'en effet, le football va très mal économiquement. Prenez par exemple Manchester United. Cure d'austérité, plans sociaux et des incertitudes également liées à Ineos et ses difficultés financières. Vous pouvez prendre le Barça, la Juventus, même des clubs qui gagnent, comme Arsenal ou Liverpool, ne sont pas toujours en bénéfice. Au contraire, ils peuvent perdre parfois quelques dizaines de millions par an. Donc on l'a bien vu, c'est pour les très gros, également pour les plus petits, au bas niveau. Et puis on va pas parler des exemples français ou belges, où là on tombe clairement dans la caricature, parce qu'en déficit structurel, on avoisine le milliard d'euros par an entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc on a Bergerac là-dessus qui forcément va souffrir, parce que c'est là pour le coup le ruissellement, il se passe pas du tout. Donc c'est-à-dire que si en haut on a du mal à racheter plus bas, que vont faire les clubs de National 1, National 2? Parce que comme vous le savez, certains vont perdre de l'argent pour garder justement une certaine ambition en se disant ok, on va bien travailler et on va vendre quelques joueurs. Et là, le phénomène, il arrive même plus bas, c'est-à-dire qu'on va faire du trading de partout. Et là, il est clairement assumé par Bergerac, cette nouvelle direction qui annonce donner comme nouvelle philosophie du trading. Donc ils vont maintenant séparer l'association avec l'équipe dite professionnelle, donc ils font une SASP, ils amènent des recruteurs. Alors là, ça c'est bien, tu te dis des recruteurs en National 2, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, il faut les rentrer d'argent pour tous ces nouveaux frais. Les contrats fédéraux, on veut des contrats sur plusieurs années, ce qui n'existe pas vraiment de niveau inférieur. Et on émet des doutes parce qu'en fait, alors oui, il y a un jeune là qui vient de partir en Allemagne, très bien. Sauf que les indemnités de transfert quand tu viens de 4ème division française, elles sont très faibles. Est-ce qu'elles suffiront à maintenir tes coûts, sachant qu'il y a plein d'autres spécificités sur la volonté de départ, quand tu as un club qui n'est pas professionnel aussi? Mais dans tous les cas, ça touche même les clubs de division inférieure qui l'avouent. Et dans le même temps, j'ai lu Dunfermline, un club écossais de D2, historique, Eastern Park, le comté du Fife, stade très joli, très très serré, enfin bref. Magnifique endroit où Ferguson a été et tant d'autres choses. D'ailleurs, le stade n'est pas très loin du cimetière pour ceux que ça intéresse, pour qui veulent faire un peu de tourisme. Et donc, Dunfermline a changé de coach récemment. Ils ont appelé Michael Tisder, qui était un mec qui terminait un peu sa carrière player-joueur. Donc, ça allait le chercher 2 mois après dehors. Il y a des propriétaires américains depuis quelques temps. Et là, ils viennent de nommer Neil Lennon, ancien entraîneur notamment du Celtic, l'ancien international nord-irlandais. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a un article qui explique qu'ils ont fait 9 recrues cet hiver. J'ai bien dit 9 recrues. Et en fait, le coach en a décidé d'une seule. Tout le reste, c'est à travers la data, parce que c'est des Américains qui ont récupéré le club, ils ont un conseiller écossais et tout, qui est un ancien joueur de Hearts, je crois, si je dis pas de bêtises, un des grands clubs d'Édimbourg. Et donc, toutes les recrues, en fait, c'est pas le coach. Alors, on est d'accord, le coach, il a pas fait le recrutement. Mais normalement, il donnait les profils, ce qui peut l'intéresser. Donc, comment voulez-vous qu'un coach y réussisse quand tu lui amènes 8 mecs qui connaissent ni Dev ni d'Adam quasiment, certains qui n'avaient pas joué, enfin, en plus, c'est du micmac, je vous l'explique pas. Mais on le fait sous couvert de la data. Mais regardez la data et tout. Et en fait, la data, je ne vais pas critiquer cela, loin de là. Sauf qu'en fait, on est en train d'associer les deux. On se dit, on va faire de la data, parce que ça a marché pour certains. On peut penser à Brentford avec Midtjylland qui avait ce modèle danois. On peut penser à Brighton où ça marche. Mais en fait, la data, elle doit être au service de l'humain.
C'est-à-dire qu'elle peut te permettre de faire des choix, elle peut te permettre d'affiner, mais elle ne peut en aucun cas être la seule à prendre une décision. Or, le profil des nouveaux acheteurs, notamment d'Amérique du Nord, ne sont pas forcément des gens au fait du football et qui ont aussi une culture sportive différente, énormément basée sur les chiffres et les statistiques, que ce soit en NHL, en NFL et en NBA. Et donc on veut l'apporter au soccer, j'ai presque envie de dire au football. Alors je comprends, et il y a des chiffres encore une fois très intéressants. Sauf que certains, comme vous le savez, les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On peut dire, mais regardez, il a tant de passes réussies de ci, de là. Alors maintenant, je sais, il y a des chiffres avancés, et c'est très bien. Oui, il a gagné tant de duels. Je rappelle que les duels, certains des fois, notamment en Angleterre, moi je me rappelle, c'était Maxime Blanchard qui me l'avait dit, et Baudry, donc l'un qui jouait en division inférieure à Plymouth, et l'autre à Leyton en 3e, 4e division anglaise. Et les deux m'avaient dit, ouais, mais nous on a les stats de duel, et en fait, il y en a certains, quand ils savent que le duel il est compliqué, ils y vont pas, parce qu'après ils savent que c'est comptabilisé. C'était il y a 10 ans. Moi, je me rappelle, il me l'avait dit, et c'est là où je m'étais dit, mais en fait, la data, en fait, en effet, tu peux quelque part un peu escroquer. C'est-à-dire, je vais pas aller au duel si je sens que je peux le perdre. Mais t'as vu le pourcentage de duel que j'ai de gagner? Et donc, il y a plein de choses comme ça. Sans compter que certains outils de data sont infiltrés par, on va dire, de la corruption, très clairement. C'est-à-dire contre certains biais, ta cote, elle va monter, on va pas compter. Elle n'est pas forcément infaillible, ça dépend sur quoi tu t'appuies. Encore une fois, elle est là pour te permettre d'écrémer, elle est là pour te permettre de commencer à affiner certains choix. Mais tu es obligé de faire de l'humain derrière, aller voir le mec, à l'entraînement, psychologiquement et tout. Et ça, on a tendance à l'oublier, parce qu'aussi, c'est le nouveau profil de ces acheteurs-là, qui ont différents conseillers, on en revient à ce que je vous disais, hein, avec la maison mère, c'est-à-dire on va faire prendre plusieurs clubs, ok? La maison mère, elle est là. Elle a un club, elle a 2 clubs, elle a 3 clubs. Il y a le club principal qui va donc donner les management fees, et ça va servir à payer tous les conseillers, les gens et tout. Et donc, on va se dire, on va faire de la data, on va les ramener ensuite dans les autres clubs, et ensuite on va faire du trading, soit on va les ramener dans le meilleur club, on va revendre. Et donc, on voit que ce modèle data trading, il est en plus très ironique parce que normalement, si tu veux faire du trading, tu dois mettre beaucoup sur le recrutement. Donc l'humain. C'est-à-dire, tu dois avoir plein de recruteurs, tu dois être en avance. Surtout que si tu fais du trading, tu te dis, tu as peut-être moins de moyens que les autres. Parce qu'aujourd'hui, on sait que par exemple, la première ligue, c'est une super ligue, elle toute seule. Et en fait, il n'y a jamais eu autant de trading, il n'y a jamais eu aussi peu de recruteurs et des gens aussi mal payés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas en division inférieure, la Bergerac, c'est peut-être un contre-exemple, c'est très bien avoir les conditions pour chaque recruteur. Mais t'en as d'autres en National 1, entre Union française, on te demande limite de le faire gratuitement, en disant mais c'est déjà bien, t'es dans le milieu du foot. Et il y en a plein qui ont cette telle passion qui vont dire oui. Donc en fait, on a des cellules de recrutement de plus en plus restreintes, ça paraît fou ce que je dis. Ou des fois, on va passer par des boîtes externes, aujourd'hui on externalise une partie du recrutement, pourquoi pas, mais en fait, on n'est pas forcément des moyens humains. Je reprends l'exemple de la Belgique et de la France. Comme vous le savez, il y a des difficultés économiques. Notamment pour la Ligue 2 et on va dire les clubs moyens de D1 belge et de D2 belge. C'est-à-dire qu'auparavant, un joueur qui prenait 15-20 000, là les clubs ils pourront plus donner ça par mois. Donc ces mecs-là, ils devront se contenter de 10-12, voire 8. Le problème c'est qu'il y en a qui disent non, il y en a qui vont tester le marché étranger, il y en a qui vont aller à Chypre, Turquie, en Grèce, aux États-Unis, ou ailleurs. Mais il y en a d'autres qui vont pas trouver. Et ils vont continuer à être à ce tarif-là. Donc il y en a qui vont se retrouver sur le carreau. Ce qui fait que quand tu travailles bien en amont, si tu veux faire ton trading ou ce que tu veux, tu vas faire de bonnes opportunités parce qu'en fait le marché, aujourd'hui si tu travailles et t'anticipes, il est beaucoup plus simple parce que tu as des joueurs qui sont aux abois, parce qu'ils savent que le contrat, aujourd'hui à 12 000, peut-être qu'ils ne l'auront plus, alors qu'avant ils ne regardaient pas, avant ils avaient 20-25. Aujourd'hui tu n'as plus ces salaires-là, que ce soit dans les basses divisions belges, c'est-à-dire quand je dis basse division c'est bas de tableau D1, haut de tableau D2, et en Ligue 2 c'est pareil en France. Donc normalement tu devrais mieux faire, sauf que data trading, ah non, l'âge. Donc c'est-à-dire qu'on va recruter de plus en plus jeunes en se disant ok, comme ça on va pouvoir le revendre, tout en faisant, et c'est ça en fait, c'est pour ça que je vais mélanger cette vidéo, c'est qu'à la fin on fait du MCO, c'est-à-dire on va récupérer en masse. C'est-à-dire sur toute la masse de joueurs qu'on va récupérer, il y en a 1 ou 2 qui vont sortir. Et c'est ces 1 ou 2 là, bien servis par la data et ensuite le trading et des agents, qui vont nous permettre potentiellement de rester à flot économiquement. On peut évidemment comprendre ces logiques-là, mais vous allez remarquer qu'elles touchent aussi les gros clubs. On a de plus en plus d'équipes qui vont récupérer des jeunes en post-formation, qui vont les amener, leur donner quelque part le siglet, tu vois, c'est Barça, c'est la Juve, mettez le club qui vous plaira. Et en fait, des fois, tu te dis, mais pourquoi ce mec-là, il vient, en fait, il n'a pas forcément le niveau pour jouer dans ces top clubs. C'est un bon joueur, mais il n'a pas le niveau international. C'est qu'en fait, ils se disent, ils vont récupérer de la valeur, on va le prêter ici et là, et en fait, c'est de l'achat-revente. C'est presque comme un placement en bourse. On va récupérer lui dans des pays, vous remarquez souvent en plus que quand ces clubs ils font ça, c'est avec des Brésiliens, des Argentins, quelques joueurs africains des fois, mais c'est un petit peu plus léger, c'est notamment avec beaucoup de Sud-Américains ou des joueurs du pays, ça peut être des Espagnols, des Italiens, etc. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Il est étiqueté Juve, étiqueté Barça, ce que vous voulez, on le met un petit peu en post-formation, quelques apparitions, et hop, ça repart. Et on va essayer de faire un profil là-dessus. Achat-revente. Alors tu te dis, s'il explose, ok, il va rester avec nous, mais c'est pas le but. Le but de ces transferts-là, c'est simplement de faire de l'achat-revente, notamment pour équilibrer tes bilans financiers. Donc on remarque, avec tous ces exemples-là, qu'on le voit dans des championnats, on va dire, mineurs,
comme l'Écosse, et Dieu sait que j'aime le football écossais, dans les divisions inférieures françaises et belges, on le voit dans les championnats intermédiaires, c'est-à-dire la Suisse, la Belgique encore la D1, la France aussi qui est devenue un championnat intermédiaire. Et pour vous dire, en France, les clubs sont en train de pousser vis-à-vis de la DNCG pour que le trading de joueurs soit maintenant partie intégrante du modèle économique lorsqu'on va calculer le déficit structurel. La seule équipe à ma connaissance qui avait intégré le trading complètement dans sa politique, c'était Saint-Etienne, époque Roland Romeillet, Bernard Cayazo. Ils l'avaient intégré, ils avaient un déficit structurel entre 10 et 20, ça dépendait des années, et ils devaient vendre chaque année pour 10 à 20 millions. Et on se dit, ok, ils allaient en Coupe d'Europe, donc ils perdaient un petit peu moins, il y avait une visibilité. Alors je peux comprendre l'idée. Le problème aujourd'hui, c'est Reims. Reims, ils me disent, on fait du trading. Mais tu perds 30 à 40 millions par an, ton trading, c'est... En plus, Reims, les agents et tout ça, vous comprenez le problème? Et en fait, tout le monde fait ça. Je veux dire, Lyon, époque Olas, alors oui, il y a le nouveau stade, ce que vous voulez, qui devait se faire. Mais Lyon est un club de trading. Sauf qu'en fait, ça passe pas bien au niveau de la presse. À l'époque, trading, surtout pas, on n'est pas là pour faire du trading. Tous les clubs quasiment font du trading. On est d'accord? Sauf que maintenant, c'est lié à la data et au MCO. Oh là non, faut surtout pas dire multipropriété parce que ça fait peur aux gens. Donc on essaye de non, non, pas de multipropriété. Mais en réalité, c'est ça le modèle économique. C'est une multipropriété. De l'autre côté, c'est des management fees, donc c'est-à-dire comment on va se faire payer par le propre club qu'on a acheté. Et parfois, c'est même pas notre argent qui a servi à payer le club. Des fois, c'est des prêts bancaires. Donc, mais ça, ensuite, comment on remboursera? C'est pas nous. Quelque part, c'est le club. Nous, on reste là que pour quelques années. Vous avez vu à quel point c'est cynique. Et au milieu de tout ça, on te dit, on a regardé, on travaille, on met de la data, parce que ça permet aussi d'avoir des conseillers. Certains aussi sont issus de ce milieu-là, de la statistique, du chiffre, et du trading, en espérant tout ça. Donc, quelque part, on se demande pourquoi, dans ce modèle-là, on peut le comprendre, hein, pourquoi aussi peu d'intérêt, aussi peu de considération est donnée à la position de recruteur, qui n'a jamais été aussi peu écoutée, globalement, jamais aussi mal payé, et qui se restreint de plus en plus. Alors évidemment, il y a des contre-exemples. Vous allez prendre l'Olympique Lyonnais, qui s'est enfin modernisé sur certaines choses, alors pas sur les acrobaties de la finance, mais par exemple sur la cellule de recrutement, qui enfin fait quelque chose, on va dire, digne de ce nom. Donc ça, c'est très bien. Il y a des clubs qui essayent un petit peu d'évoluer, mais globalement, c'est data trading, avec également beaucoup de conseillers, d'agents et d'intermédiaires au milieu de tout ça. Donc allez, tu veux un joueur, etc., Transfermarkt, tu veux des 2-3 trucs de data, 3 stats, boum, t'envoies. Et des liens, et ensuite des profils WhatsApp et tout. C'est globalement comme ça que ça marche, alors que sur le papier, on te vend quelque chose de magnifique. Bref, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre pourquoi il y a eu certains rachats, pourquoi il y a certaines opérations, et pourquoi autant d'acquéreurs s'intéressent encore à des clubs de foot, alors que, posez-vous une simple question, pourquoi s'intéresser, pourquoi investir potentiellement des millions dans une économie qui perd autant d'argent? C'est que forcément, il y a d'autres intérêts. Sur ce, bonne journée, équipe de Faith.